Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM et il est 13h. Ce flash info vous est présenté par Morgane Pérez. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Le verdict pour François Fornieri, ex-patron de Mitra, est tombé hier dans l'après-midi. Poursuivi pour délit d'initié, il a été acquitté par la Cour d'appel de Liège. Il avait déjà été épargné en première instance et la Cour d'appel n'est finalement pas revenue sur cette décision. Philippe Culot, un des avocats de l'ex-CEO, réagit. Soulagé, satisfait que, à 2 reprises, des juridictions indépendantes aient conclu qu'il n'existait aucun élément permettant de condamner M. Fornieri. La Cour a considéré qu'il n'existait aucune preuve que M. Fornieri avait transmis une information à M. Di Giovanni, et la Cour a considéré également qu'il n'appartenait pas à M. Fornieri d'apporter des éléments relatifs au comportement qui étaient ceux de M. Di Giovanni avec lequel le ministère public avait transigé. Une autre décision est également tombée du côté du CHU de Liège. Des accusations de harcèlement sexuel et de propos racistes visaient le chef de service de dermatologie, également professeur à l'ULiège. Une enquête disciplinaire avait été ouverte et hier, 8 mois plus tard, le conseil d'administration de l'université a décidé de lui donner un simple rappel à l'ordre, soit la plus petite sanction possible, considérée trop légère par certains étudiants et membres du personnel. Du côté de la région, le service public de Wallonie est victime depuis hier d'une importante cyberattaque. Ils ont détecté une intrusion dans leur système informatique. Le SPW ne sait pas encore si des informations confidentielles ont été volées ou pas. Toute connexion a été provisoirement interrompue pour réduire les dégâts. Leurs services seront donc encore impactés dans les jours à venir. À l'international, Google est quant à lui jugé coupable. Le géant américain avait été accusé en 2023 par l'administration Biden de monopoliser le marché international de la publicité. Lors de son verdict, la juge fédérale Léonie Brinkema a mis l'accent sur des actions anticoncurrentielles. La sanction n'est pas encore tombée, mais les plaignants réclament que le géant du web se sépare de certains actifs, notamment de son navigateur Chrome. Google fera appel et estime que la décision se base sur une version périmée d'Internet. En culture maintenant, dernière chance aujourd'hui pour visiter l'exposition Brutalism in Belgium. Pour cette expo, la faculté d'architecture de l'Université de Liège s'inspire de l'ouvrage de Pierrick de Stex, un ancien étudiant. Des trésors brutalistes du patrimoine belge sont mis à l'honneur, l'occasion pour Oriane Moos de nous faire découvrir un style architectural particulier et caractéristique de certains bâtiments universitaires au campus du Sartiment. Loin de la violence qu'évoque son nom, le brutalisme mise sur l'essentiel avec des matériaux bruts et peu coûteux tels que le béton. Ce style architectural atteint son apogée dans la société d'après-guerre en devenant un symbole de modernité. Il compte des figures emblématiques telles que le Corbusier. À l'Uliège, le brutalisme prend des allures locales. Démolition, abandon ou transformation, l'architecte Pierrick Stex dénonce cela dans son exposition. L'ancien étudiant de l'Uliège nous sensibilise à la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine brutaliste. Également photographe, il balade le spectateur à travers des clichés en noir et blanc capturés à l'argentique. Il expose ainsi plus de 50 constructions belges menacées et met en lumière leur destin. Hors de ces murs, les édifices brutalistes marquent encore la cité ardente. Pour les voir, il vous suffit de lever les yeux vers les constructions du campus Sartillement, témoin figé de ce courant. En sport, les passionnés de courses cyclistes vont être servis ce vendredi avec la 65e édition de la Flèche Brabançonne. Les coureurs et coureuses s'affronteront dans les monts du sud du Brabant flamand. Vu le tracé et les champions présents, Régis Théodore, le public peut s'attendre à un grand show sur 2 roues. Le retour à la compétition de Remco Evenepoel annonce une Flèche Brabançonne explosive. Il n'est pas seul. Des grands noms comme Tom Pidcock et Wout van Aert seront aussi de la partie. Chez les femmes, Elisa Longo-Borghini remet son titre en jeu. Elle est de retour après une commotion cérébrale. Anna van der Breggen est une autre candidate à la victoire. C'est une vraie spécialiste de ces courses. La Flèche est une course assez unique. Elle fait le lien entre les Flandriennes et les classiques ardennaises. Le tracé combine des monts pavés cassants et des côtes goudronnées. Les difficultés se concentrent dans un circuit local de 20 km que le peloton va parcourir à 3 reprises. Avec ça, les femmes vont monter plus de 1200 mètres de dénivelé positif et les hommes près de 1700 mètres. Le moment clé de la course sera la Moskestraat. C'est un mont pavé de 600 mètres à près de 8%. Rendez-vous fin d'après-midi à Overijse pour découvrir les nouveaux lauréats.
À Liège, le Standard a annoncé hier le retour de Pierre François dans ses rangs. Directeur général du club entre 2003 et 2012, il est devenu administrateur délégué du RFC Liège en 2022, jusqu'il y a une semaine lorsqu'il a annoncé son départ. Il sera désormais manager général du Standard dès la vente officielle du club. C'est déjà la fin de ce Flash Info, mais restez à l'écoute. Tout de suite, notre section Focus, où nous porterons un regard plus pointu sur l'actualité. Nous parlerons notamment du commerce liégeois. Et il est 13h10, Morgane. Voici les titres de ce Focus. Toute cette semaine, nous nous sommes intéressés au commerce liégeois. Focus sur Lost in Sound, le repère des amoureux du vinyle. Nous recevons également Gérard Fourré, chargé de projet au comptoir des ressources créatives, pour nous parler des cellules vides au centre-ville. Le festival Nourrir Liège s'achève ce week-end, l'occasion pour notre rédaction de s'intéresser aux préoccupations qui ont jalonné le festival. Le Micro-Festivals fête ses 15 ans, focus sur un événement musical bien connu des Liégeois et des Liégeoises. Et en fin de journal, nous nous intéresserons à Boris Lambert, l'ex-capitaine de l'AS Eupen, qui nous parlera de son intégration à l'étranger. Aujourd'hui, au programme du Studio Bus, retrouvez une enquête sur le commerce liégeois. Avec un groupe d'étudiants et d'étudiantes du master en journalisme, nous nous sommes intéressés au commerce local sous toutes ses coutures. Célia Hélas, pourquoi était-ce important pour nous ? En fait, le but était de mieux comprendre le paysage commercial liégeois, à la fois de façon très concrète. Donc, on a fait un référencement de tous les commerces. L'idée, en fait, c'était de comprendre quel commerce appartenait à qui, et ainsi, on pouvait mieux les situer de façon plus générale. Mais aussi, il y a tout le côté humain. Pour prendre le pouls, on est allé à la rencontre des premiers concernés, donc les commerçants et les commerçantes. Mais nous avons également interrogé les Liégeois et les Liégeoises, et évidemment, sans oublier la ville de Liège qu'on a également contactée. Merci, vous avez peut-être déjà entendu certains sujets sur nos différents médias. Si c'est le cas, vous avez pu constater la complexité des problématiques et la diversité des actrices qui composent le paysage commercial de la ville, Célia. Oui, en effet, il y a beaucoup d'aspects qui ont été abordés. On s'est interrogé sur les parkings et le stationnement en général, par exemple. Mais on a aussi rencontré le syndicat du commerce liégeois, on a aussi abordé la problématique des loyers, enfin vous le verrez, et les aides accordées aux commerçants. On a vraiment essayé de brasser la thématique sous tous ses angles, ou en tout cas un maximum. Exactement, et notre enquête est d'ailleurs à découvrir cet après-midi sur le site web du Studio Bus, studiobus.be. Zoom maintenant sur un de ces petits commerces liégeois. En plein cœur de Liège, une boutique attire les mélomanes et les curieux, Lost in Sound. Ici, pas de playlist sur des plateformes de streaming, mais bien des vinyles en tout genre à découvrir. Sacha Baquès est parti à la rencontre de Fabrice Marotta, un disquaire amoureux du micro-sillon. Après 25 ans à écumer les bacs bruxellois à la recherche de vinyles rares, Fabrice Marotta a posé ses valises à Liège. Depuis 8 ans, il tient Lost in Sound. Sur les murs de son magasin est écrit « All you need is vinyl », la devise de ce passionné. Il ne passe jamais un moment sans musique. Pour moi, c'est ce qui représente le mieux la musique en physique. Je me dis que je défends encore un objet qui représente le mieux la musique comme j'aime l'écouter, quoi. Longtemps considéré comme dépassé, le vinyle connaît un regain d'intérêt. Un retour dont profitent aussi les grandes figures de l'industrie musicale. Que tout ce qui est nouveau sort en vinyle maintenant. Donc les nouveautés, par exemple Taylor Swift, etc. C'est l'exemple intéressant parce que là, elle va en vendre beaucoup. Ça va intéresser un public qui normalement n'achète pas des vinyles. Mais, à contrario, les prix ont fort augmenté. Donc une artiste comme Taylor Swift, en magasin, c'est super cher, quoi. Et ça, c'est compliqué. Donc d'un côté, il y aura une demande un peu plus importante. De l'autre côté, les ventes, c'est pas non plus que ça décolle parce que les prix, ils augmentent vraiment vachement. Malgré cela, le format continue de plaire. Pour beaucoup, le vinyle reste un objet de collection avec une dimension presque affective. Et je suis toujours, en plus, émerveillé par l'objet. Après toutes ces années, quand je le pose sur ma platine, à chaque fois, je me dis, c'est quand même incroyable qu'un disque noir en plastique, qu'on met une aiguille dessus, on fait tourner et tout se reproduit sur le sillon. Je trouve ça dingue, quoi. Et toujours en commerce liégeois, vous reviendrez dans votre enquête sur un fléau bien connu, les cellules vides au centre-ville. Morgane. À Liège, des vitrines sont inoccupées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Le comptoir des ressources créatives, une association par des créateurs pour des créateurs, apporte une solution à la ville de Liège, Rhizome.
Cela consiste à transformer temporairement des lieux en cours de réaffectation en ateliers à petit prix pour des créatrices. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Gérard Fourré, chargé de projet au comptoir des ressources créatives. Bonjour Monsieur Fourré. Bonjour. Pourquoi ces bâtiments sont-ils vides? Pourquoi on ne les exploite pas toujours? Mais c'est une question qu'on se pose depuis des années, à laquelle il y a peu de réponses structurelles. Donc les communes, partout en Europe, en fait, se posent le même genre de problème. Donc il y a des facteurs qui sont bien identifiés avec une mutation profonde du commerce, notamment donc la numérisation du commerce, les choses en ligne. Il y a aussi de la spéculation immobilière aussi, qui joue son jeu. Donc il y a toute une série de facteurs qui sont identifiés en urbanisme. Et la ville de Liège n'a-t-elle pas peur que les personnes ne sortent jamais lorsque l'on prête ces bâtiments? Donc là, vous êtes sur la réticence que peuvent avoir certains pouvoirs publics, voire propriétaires, sur le fait de confier des bâtiments. Donc il y a tout de suite le sentiment de la notion de squat qui apparaît. Donc les autorités ont peur que ce soit squatté. Donc le problème du squat apparaît, qui est la difficulté non pas de rentrer, mais de se faire sortir les gens. Donc qui est une crainte probablement légitime des pouvoirs publics ou des propriétaires. Et donc notamment les solutions qu'a essayé d'apporter le comptoir, c'est de réfléchir sur non pas comment on rentre dans les bâtiments, mais comment on en sort pour garantir aux pouvoirs publics qu'ils peuvent, ou aux propriétaires, qu'ils peuvent récupérer leurs biens au moment opportun. Merci. Et en quoi occuper temporairement ces cellules vides est plutôt un service que l'on rend à la ville plutôt que l'inverse? Bien, donc toutes les études urbanistiques sur la problématique des cellules vides montrent que c'est un enjeu très important pour l'attractivité des villes. Et donc la vacuité, donc le vide qui souvent, dont le corollaire est la dégradation de ces volumes, de ces surfaces, est très néfaste en termes d'attractivité. Donc remplir les cellules d'une manière ou d'une autre, déjà ça joue sur l'attractivité. Ça permet aussi pour les bâtiments d'opérer, puisqu'il y a de l'activité, de la veille. Donc un bâtiment inoccupé peut se dégrader extrêmement rapidement. Et donc y mettre de l'activité, ça amène souvent des économies d'échelle, puisque on peut veiller à ce que, quand les tuiles sont envolées, ils ne pleuvent pas dans le bâtiment ou le réparer. Et puis alors évidemment aussi, en termes d'attractivité, pas seulement de remplissage, ça crée une activité qui génère du flux, donc des gens qui vont, qui viennent. Ça peut contribuer à la revitalisation des quartiers, ce qu'on voit dans les différents espaces que le comptoir occupe maintenant depuis une dizaine d'années. Merci. Et justement, au comptoir des ressources créatives, vous êtes très attentif aux demandes collectives qui émanent souvent du terrain même. Rhizome, c'est l'un de ces services que vous proposez. Pourquoi avoir choisi ce nom? Bien parce que donc la définition d'un rhizome, c'est en termes de botanique, ce sont des racines en fait dont on ne voit pas l'émergence, on ne voit seulement qu'ils apparaissent comme des bourgeons. Donc on essaye d'essaimer comme ça discrètement, et puis de faire apparaître des modèles dont les gens peuvent s'emparer. Vous avez rappelé que c'est la méthode du comptoir, c'est de créer du diagnostic partagé entre les créateurs pour qu'ils puissent développer les services eux-mêmes. Et donc rhizome, c'était un petit jeu de mots parce que c'est un mot un peu compliqué à écrire puisqu'il y a un H après le R. On a rajouté un H devant le O pour faire comme home sweet home pour les créateurs. Et donc le bénéfice ultime du point de vue du comptoir, c'est de pouvoir évidemment prodiguer des lieux de travail à bas prix pour les créateurs, où ils peuvent commencer, expérimenter, spécialement les jeunes créateurs qui n'ont pas beaucoup de budget, leur projet à peu de coûts. Donc on peut se dire que quand ça réussit, tout le monde y gagne, les pouvoirs publics, les propriétaires et les créateurs. Merci beaucoup, Monsieur Fourré, pour ce beau jeu de mots. La 9e édition du festival Nourrir Liège s'achève ce dimanche. Le festival liégeois mobilise plusieurs acteurs et actrices autour de la transition vers une alimentation durable et locale. En 2025, de nouvelles thématiques ont fait leur apparition. Un reportage de Lauriane Barbier. Chaque année, Nourrir Liège met en place des actions concrètes pour sensibiliser les Liégeois. Pour cette édition, une problématique bien particulière est mise en avant. Elle lie santé humaine et environnement. Elisabeth Grouillet, coordinatrice du festival. Donc pour le festival Nourrir Liège Campus, on met en place une grande campagne de communication qui s'appelle Ramène ta poêle pour sensibiliser en fait aux problématiques des PFAS dans l'environnement. On a tous des poêles dans notre cuisine. Donc l'idée c'est de savoir qu'elles sont nocives et donc de les ramener et puis de repenser son alimentation de manière générale. 20 points de collecte sont ainsi répartis dans la ville, mais les poêles en téflon et la problématique des PFAS ne sont pas les seules préoccupations de cette édition. Elle met aussi l'accent sur un aliment que l'on connaît tous, l'œuf. C'est un produit, l'œuf, qui est à prix démocratique, accessible à tous et plein de protéines.
Donc c'est un produit très intéressant, en plus produit bien sûr localement, de manière bio aussi, dans des poulaillers mobiles. Donc on fait des visites de poulaillers mobiles et on sensibilise autour de fait de manger ses œufs pour remplacer la viande en fait, qui a des problématiques de CO2 et d'impact climatique très important. Vous avez jusqu'au 20 avril pour ramener vos vieilles poêles et passer aux œufs bio. Nourrir Liège offre tout un panel d'activités pour repenser notre alimentation. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.nourirliège.be. Un autre événement bien connu à Liège, c'est le Micro-Festival. L'événement musical a lieu chaque année le premier week-end d'août, mais ce n'est pas leur seule activité, Thomas. Et non, en plus du festival annuel, l'ASBL organise tous les mois des micro-concerts. Alors l'objectif, c'est se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Et Jean-François Jasper, organisateur du festival, nous en dit plus sur ces rendez-vous mensuels. On a eu des opportunités de pouvoir faire jouer des artistes en dehors du moment du festival, et donc c'est là qu'est née l'idée de partager nos coups de cœur musicaux en salle pendant l'année, en dehors du festival, pouvoir proposer nos coups de cœur musicaux à notre public. Mais donc là aussi, c'est des salles de capacité relativement réduite, qui vont entre 100 et 200 personnes, et où on propose des découvertes tout au long de l'année. Dès le début, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de micro. Donc micro, c'est à la fois une allusion au micro qu'on utilise pour chanter, mais au côté microclimat, quelque chose à taille petite, proposer et vivre une expérience différente de ce que on avait l'impression que la plupart des autres festivals proposaient, Et d'ailleurs, le public liégeois répond présent à ces différents événements. On est de Liège, on habite à Liège, on programme à Liège depuis des années, même avant le micro-festival. Et donc, c'était une évidence que de faire un événement à Liège et pas spécialement ailleurs. On a la chance d'avoir une ville riche au niveau de public, des associations. Il y a beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de concerts, beaucoup d'événements qui sont proposés et un public qui répond présent, Et donc, c'est grâce au public qu'on arrive à faire tout ça. Évidemment, sans public, c'est juste pas possible. Et voilà, à Liège, on a la chance de pouvoir compter dessus. Et d'ailleurs, le prochain micro-show a donc lieu ce soir au Cultura. Et la 15e édition du festival revient, elle, le 1er, 2e et 3 août. Parlons maintenant d'un sportif qui fait rayonner la Belgique à l'étranger. Boris Lambert est parti de l'AS Eupen l'été dernier pour poser ses valises à Willem II en Eredivisie, la D1 néerlandaise. Le Rochefortois est passé de capitaine à joueur qui doit se créer sa place et Boris Lambert est content de son intégration. C'est bien passé. Il y a plusieurs joueurs qui parlent aussi français. Ça facilite. Je suis quelqu'un d'assez sociable. J'ai pu facilement m'intégrer et trouver mes marques. Et il faut dire que le groupe est assez cool à ce niveau-là aussi. Vous ne parlez pas néerlandais ? J'ai appris le néerlandais à l'école pendant quelques années, mais bon, à l'école c'est pas toujours le top. Je parle un peu, je comprends beaucoup, mais parler pas encore bien. Mais j'ai des cours de néerlandais une fois par semaine. Est-ce que ça pose des petits problèmes à des moments de pas être totalement bilingue encore ? Non, la plupart parlent anglais. Les théories se font en néerlandais. Et la compréhension, ça va. Et si vraiment le coach veut dire quelque chose de bien précis à moi ou à un joueur qui parle français, soit il parle en anglais, et parfois, si c'est vraiment individuel avec moi, c'est en français. Donc non, ça, à ce niveau-là, il y a pas de problème. Quels sont les principaux changements que vous avez sentis entre votre passage à Eupen et maintenant à Willem II ? Je pense que la charge d'entraînement est quand même plus importante, je trouve. Le principal changement, c'est à ce niveau-là, c'est que ça joue beaucoup plus au foot. Comme je dis, c'était beaucoup plus dans l'impact physique en Belgique. Une interview de Tom Gurd. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce Studio Bus et restez connectés sur nos différentes plateformes pour la suite. Nous vous retrouvons tout de suite pour notre journal télévisé du Studio Bus. Belle journée à toutes et à tous.